attaché les lettres Réti, sculpteur. Et donc nous sommes dans le dernier frigo de ce grand bâtiment, sans fenêtre. C'était un peu la caractéristique de ce bâtiment. On a même au plafond les circuits de refroidissement que j'ai réutilisés pour accrocher des pièces lourdes au-dessus. Et ce bâtiment qui a été réutilisé comme atelier à partir des années 80, j'ai été un des premiers locataires, ou presque, pour y installer mes sculptures et en même temps, hélas, entamer une très longue bataille pour que le lieu survive. Parce que malgré les locations, malgré les loyers, on voulait démolir. Il en est où là le lieu justement? Dans quelle situation? Disons que depuis 85, donc depuis le siècle dernier, on a beaucoup travaillé. Des milliers de gens, comme ceux qui sont aujourd'hui présents, de visiteurs, ont signé nos divers manifestes pour dire aux politiques que la ville a droit aussi à des artisans, à des petites entreprises et à des artistes qui ont les mêmes besoins point de vue atelier. Et malheureusement, souvent, ils sont sortis de la ville. Soit par les écolos, concernant les petites industries, les écolos ne supportent pas ça en ville, soit par les politiques qui disent que ça coûte cher de faire des ateliers à Paris. Alors que Paris est connu à ma connaissance, soi-disant, comme un lieu mixte, multiple, et surtout aussi un lieu qui a donné pendant des décennies un peu l'image de Paris comme lieu des artistes. Et je ne défends pas les artistes seuls, justement, j'ai associé les artisans, les métiers d'art et les petites entreprises, encore une fois, qui ont les mêmes utilités dans cette grande ville comme dans toutes les villes. Donc voilà, à la fois sculpteur, à la fois président de cette association qui veut vraiment que la ville vive, danse, multiple avec tout le monde. Est-ce que vous pourriez me parler plus particulièrement des objets que vous exposez ici? Il y a surtout des sculptures murales qui nous entourent ici, parce que j'aime bien l'idée d'être avec vous, pilote au-dessus de la Terre, c'est-à-dire observer la Terre dans sa réalité qui généralement nous échappe. Quand Rodin pose son penseur au sol à la même hauteur que nous, quand Mayol pose ses magnifiques personnages, ces nus absolument sublimes en bronze qui sont posés au sol, nous sommes dans notre réalité que nous voyons, mais qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est quoi? Nous sommes sur une bille qui circule dans l'espace. Et cette bille-là, comment la représenter? Comment représenter notre vie dans l'espace? Sinon, en mettant mes sculptures, une des possibilités, c'est celle que je me suis inventée, je mets des échantillons de sol au mur et je dis, nous sommes en train de voir la Terre telle qu'elle est dans l'espace suspendu. Et avec, en plus, cette absurdité magnifique, c'est que pendant que nous parlons, nos amis et voisins de l'autre côté à 6000 km ont leur semelle collée au nôtre, à l'opposé, et qui disent la même chose, nous sommes sur un plateau tranquille verticalement. Et donc nous ne sommes ni verticaux ni tranquilles, nous sommes en train de circuler dans l'espace sur une bille, une patate qui tourne sur elle-même. C'est quelque chose d'assez fascinant. Et donc j'essaie de traduire ça. Parce que toujours nous sommes, surtout dans les tableaux, mais aussi en sculpture, dans cette quiétude de l'assiette posée et nous planter dessus. Et ce n'est pas vrai. Alors pourquoi je dis ça, c'est que j'ai eu la chance, peut-être la chance, en tout cas pour moi c'était une chance, de vivre avec un père et un frère chercheurs qui avaient des microscopes, qui faisaient des investigations dans l'invisible. Et donc j'ai découvert que non seulement je ne vois pas tout avec mes yeux, et vous non plus, il faut un microscope pour voir dedans ce qui se passe. Et donc ensuite aussi il faut survoler, un peu comme le regard du microscope qui est au-dessus et qui regarde par en dessous la matière. Donc, puisque je suis devenu sculpteur et non pas chercheur, mais j'ai essayé de traduire ça en sculpture. Voilà. C'est à peu près ça. Et je peux vous poser une dernière question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous ouvrez ce lieu au public? Ah, je n'ouvre pas, je n'ouvre que mon atelier. Il est vrai que j'ai organisé pendant 10 ans des portes ouvertes, maintenant j'ai passé la main. C'est ouvert au public pour deux raisons, c'est que plein de gens n'ont pas de galerie. J'en ai, j'ai cette chance, mais beaucoup n'en ont pas. Pour montrer leur travail, un des moyens, ce sont les portes ouvertes. Qui a fait ça en premier à Paris? C'est pas nous. C'était ceux de la Bastille qui ont ouvert il y a 32 ans les portes à la Bastille, mais tout un quartier. Nous, notre avantage a été, quand on a décidé il y a 26 ans de faire la même chose, c'est que c'est un seul bâtiment, donc il suffit de changer d'étage et on peut voir 40 expositions. Donc on n'a pas à sillonner tout un quartier, la fatigue qui va avec. Déjà là, je vous souhaite bonne chance de tout voir, il faut des heures. Mais n'empêche que l'avantage, c'est que c'est vraiment regroupé. Et donc du coup, on ouvre une fois par an, et c'est à peu près 5 à 6 000 visiteurs à chaque fois. Et je précise, sur nos deniers, sans subvention, nous avons refusé toute subvention pour garder notre indépendance,
D'où notre protestation et nos textes que nous faisons signer. On veut rester indépendant, simple locataire. Ni artiste, ni artisan, ni métier d'art, ni associatif musicien, ni rien du tout. On veut juste des mètres carrés loués anonymement, pour ainsi dire. C'est-à-dire, je signe un contrat, je paye, mais qu'on ne m'oblige pas à prendre des subventions comme il voulait le faire, et qu'on ne m'oblige pas de distinguer mon voisin journaliste de l'artiste et dire que l'artiste est plus que l'architecte ou le musicien, ou bien plus que l'industriel. Parce que c'est un peu ce vers quoi nous allons. La ville qui a acheté ne veut pas reconnaître l'utilité d'un contrat unique qui dirait, puisque ça fait 30 ans que ça dure, de reconnaître cette réalité-là, vous êtes tous ici comme locataires, point à la ligne. On ne fait pas de distinction. Ce qui nous guette dans cette dernière bataille, c'est qu'ils fassent la distinction entre les différentes professions et du coup mettre les gens face à face. Si moi je suis différent de l'architecte et de l'industriel, peut-être que j'aurai aussi des conditions différentes de location. Et donc on va casser l'unité de l'endroit, qui est déjà très difficile. Parce que comme dans tout bâtiment, avec ses 87 ateliers, il n'y a pas que des amitiés. Il y a aussi des inimitiés, il y a aussi des bagarres, il y a aussi des gens qui ne s'entendent pas. Et donc c'est normal, ça fait partie de la vie, y compris même politiquement. Économiquement, politiquement, du point de vue des revenus, il y a d'énormes différences. Ça n'empêche que le contrat qui était signé en 80 par maladresse de la part du premier propriétaire qui n'a pas fait attention, il n'a pas regardé qui venait, il voulait juste prendre de l'argent, c'était la SNCF. Et donc ils ont fait un contrat bidon, ils ont pris l'argent. Et quand la ville a racheté, elle se trouve dans cette difficulté. Comment faire avec cette pluralité? Et leur solution administrative, c'est draconiaque, on coupe ça en rondelles, ça n'a aucun intérêt. C'est aller à l'encontre d'une vie passée ici. Quand je dis 30 ans, 26 ans pour moi, c'est une vie de travail. Donc pourquoi nier ça et pourquoi ne pas le reconnaître sous prétexte que administrativement ça n'existe pas? J'existe, et ici. Et donc il faut le reconnaître. C'est un peu ça.